allons passer à l'intervention du docteur Sibony. On fera les questions après. Qui est psychiatre, psychothérapeute, responsable de la formation médicale continue et du DU, de psychosomatique relationnelle à l'Université de Nice. Il est aussi responsable scientifique du CIPSR et il va nous parler de l'ethnopsychosomatique relationnelle à propos de quelque chose qui est fort intéressant, le Covid. Alors, d'abord remercier Sylvie pour cette belle organisation et ce magnifique endroit. Ce que je vais vous proposer, c'est un travail... C'est bon là ? Ce que je vais vous proposer, c'est un travail de réflexion que j'ai effectué en octobre 2020 de l'année dernière, avec les seuls, tenants de la théorie relationnelle, de l'identité immunitaire et du banal, le livre de Sami Ali. Alors à l'époque, je posais beaucoup de questions sur ce Covid qui déclenchait pas mal de pathologies et notamment dont on était dans le mystère total par rapport à ces réactions immunologiques. C'est un peu ça qui m'a poussé à essayer d'envisager un travail de réflexion un peu prétentieux, je dois dire, mais bon, qui s'est avéré finalement validé en mars 2021 par rapport à la question de l'auto-immunité et pour qui on sait, pour le CIPS, qu'on a beaucoup travaillé sur l'identité immunitaire et sur l'identité subjective. Alors, mon titre, c'est « Ethnopsychosomatique relationnelle à propos du Covid ». J'ai un autre titre qui s'appelle « Affect et pandémie ». Alors, c'est un travail qui, depuis, s'est étoffé, s'est largement étayé. Je vais essayer de vous en donner un résumé, bien qu'en 30 minutes, ça va être difficile. Je pense que je vais pouvoir déborder, mais on a de la chance ce matin d'avoir un désistement. Donc, je vais pouvoir gratter 5 ou 10 minutes. Alors, d'abord, on va commencer par définir le vocable ethnopsychosomatique relationnel, dont nous a un peu parlé Maurice de manière sous-jacente. Alors, c'est un concept qui est issu du courant que développe le professeur Sami Ali. Il est celui de penser l'unité en dehors de tout a priori, afin de dépasser le clivage corps-esprit pour comprendre l'homme dans sa réalité concrète d'unité et d'instaurer une globalité composée d'une diversité relationnelle. Alors, l'épistémologie relationnelle interroge la réalité humaine en termes de psychique relationnelle et en termes de somatique relationnelle. La diversité relationnelle est au sein d'une unité afin d'établir des liens multiples, variables et simultanés avec l'entourage. Ces liens sont pensés entre plusieurs dimensions pour parvenir à la globalité. C'est ce à quoi a fait allusion Maurice. Alors, l'étude de la pandémie ici se consacrera à cibler principalement la dimension imaginaire à travers l'expression de l'affect au sein de deux phénomènes critiques, l'un individuel et l'autre collectif. Alors, au-delà de la menace incontestable pour la vie d'une pandémie, il existe une causalité circulaire entre l'angoisse collective mondiale et l'angoisse individuelle, un écho certain qui nous pousse à interroger ce lien à partir de quelques célèbres pandémies. Proposer une clinique du lien entre le plan collectif et le plan individuel servira également à investiguer le mouvement indicateur du profil évolutif psycho et somatique de l'homme dans la société. C'est donc à partir de cette traduction de l'angoisse individuelle et collective au cours des pandémies que nous allons tenter de saisir une histoire par l'intermédiaire de sa forme expressive. Quelles sont les différentes formes d'expression de l'affect compte tenu du milieu dans lequel il s'origine et avec lequel il entre en interaction? À partir de là, quel est le destin de l'affect et de l'imaginaire qui le sous-tend au sein des pandémies? Le rapprochement que nous opérerons entre le rationnel, l'imaginaire individuel et collectif et le somatique cherche à mettre en jeu des corrélations entre affect et conditions somatiques. Pour cela, il est d'emblée important de rappeler que l'affect est constitué d'une double racine psychique et bio-anatomo-physiologique. Alors pour aujourd'hui, le constat est évident. Individu et société mènent une relation devenue indissociable sur les plans physiques, psychiques, social, culturels et environnementaux.
Qu'en est-il de l'expression de l'affect individuel et collectif dans les conditions actuelles de la pandémie Covid ? Elle semble d'emblée révélatrice d'un processus de scellement de l'identité sociale et de l'identité personnelle, conditionnant tout un échange avec la sphère émotionnelle, dont les déséquilibres entraînent des désordres psychosomatiques et particulièrement pour le Covid, des réactions immunitaires inappropriées. Mais, dans un premier temps, en premier lieu, qu'est-ce qu'il en est du point de vue psychopathologique, dans les grands traits bien sûr, de ce que l'on peut recueillir des réactions aux pandémies anciennes comme actuelles ? Alors, j'ai répertorié 3 chefs de file essentiels qui sont constants. La paranoïa aiguë et chronique, l'angoisse et son hystérisation, et enfin les troubles de l'adaptation et du comportement. Alors, depuis la peste d'Athènes, moins 430 avant Jésus-Christ, à celle du Moyen-Âge, 1348, puis celle du choléra, 1860, il en existe 10 parmi les plus importantes des pandémies, qui touchent toute l'Europe, la Grande-Bretagne, le Moyen-Orient, l'Asie, et ça, on peut constater que la mondialisation était déjà là, et elle est quasi constante. Et donc, les réactions sur le plan psychologique ont toujours été circonscrites, soit autour de l'angoisse, à penser comme un affect diffus, et nous y reviendrons, soit autour d'un affect plus systématisé, paranoïaque, incriminant d'ailleurs dès l'origine le fléau divin, les persécutions de Dieu. Paranoïa humaine, donc premier point, qui va systématiquement se cristalliser autour de la trouvaille du bouc émissaire, les immigrés, les étrangers, et notamment l'antisémitisme. C'est intéressant quand on regarde l'histoire des pandémies, c'est quasi pathognomonique, c'est systématique, particulièrement l'antisémitisme. C'est un truc à penser peut-être quelque part d'intéressant. Alors, par exemple, les accusations anti-juives dignes de la peste noire du XIVe siècle, que Léon Poliakov relate dans son Histoire de l'antisémitisme en 1955, et qui, comme il écrit, va sceller le sort des Juifs d'Europe, massacrés et pillés dans plusieurs villes allemandes, puis dans toute l'Europe, par la vindicte populaire, malgré l'intervention du pape Clément VI, ou même de nombreux notables impuissants à faire cesser ces rumeurs. Cette paranoïa est inflationnée par un peuple ne trouvant plus de protecteur à travers le roi ou le président. Elle finira par un soulèvement. Ce phénomène est propre à toute pandémie, il surgit tôt ou tard, c'est la foule anonyme qui réclame sa propre protection, et on peut voir les manifestations même actuelles. Cette réaction paranoïaque est quasi constante. Elle était quasi délirante et chronique au Moyen-Âge, un peu plus élaborée et sur un mode davantage aigu après la Révolution et l'avènement de l'esprit citoyen. Toutes les pandémies jusque-là, y compris actuellement, même à notre époque, même si la réaction paranoïaque n'est plus leader dans la classification psychopathologique, elle subsiste quand même. Avant même la phobie du vaccin d'ailleurs, sous la forme du virus chinois ou sur les rumeurs du complotisme, sur la CIA qui était impliquée, les gouvernements politiques, puis on voit aussi que les jugements de l'État seront demandés post-Covid. L'autre responsable en tout état de cause, on va dire une paranoïa un peu plus adaptée. Que signifie cette première réaction paranoïaque ? Cette réaction est un des mécanismes de défense propres à chaque individu qui consiste à projeter au dehors ou sur l'autre la peur du dedans et de la nier comme sienne, faute de pouvoir la reconnaître. Cette projection se renforce en groupe, galvanisée par le mimétisme, le miroir en groupe, puis le miroir entre groupe contre groupe, minoritaire la plupart du temps. Alors nous sommes tous un peu paranoïaques, et la paranoïa est une maladie contagieuse, ça les psychiatres savent bien en parler. C'est un mécanisme psychique quasi universel. La Bible déjà évoquait les plaies sur l'Égypte ou le fléau quand le peuple se détourne de Dieu. Cette réponse de nature défensive consistera à se protéger de l'ennemi en pratiquant le confinement individuel au sens propre comme au sens figuré. C'est d'abord le repli sur soi, se couper de l'autre, de l'étranger, du vagabond, du migrant, et par la suite la création de ghettos de déportation, et cela jusqu'au XXe siècle. Enfin, après avoir admis l'inexplicable, la solution viendra toujours de l'entraide et de la solidarité collective pour s'ouvrir au déconfinement. Aujourd'hui, l'appui des vaccins en atteste. Et c'est l'effet aussi de la mondialisation. Il existe un deuxième mode de réaction collective et individuelle à la fois dans les pandémies anciennes comme actuelles. C'est celle de l'affect angoisse et de son hystérisation collective. Angoisse collective qui reste moins systématisée et orientée qu'une paranoïa, car dans l'histoire des pandémies, elle est contingente très souvent et pratiquement systématiquement même d'un creuset préexistant lié soit à la famine, comme à l'époque au Moyen-Âge, ou à la guerre, comme à l'époque médiévale également,
Et il y a des délais, souvent entre, je dirais, ces dimensions, socio-populaires, en quelque sorte, et l'avènement de l'angoisse collective. Alors c'était valable pour la peste, puis ça s'est passé il y a eu cette famine en 1320 et c'est en 1348 effectivement que la pandémie a eu lieu. C'était idem pour la peste bubonique qui a été entretenue par la guerre ou des crises économiques ou sociales comme plus récemment et notamment la Révolution française, 14-18, mai 68. Les pandémies sont concomitantes d'événements sociaux importants, créant les conditions d'une pauvreté sanitaire et sociale, finissant par occuper toute la place et très souvent par masquer les ravages propres à l'infection ou à l'angoisse. En 1819, la grippe espagnole tue plus que la guerre. Cette tragédie très angoissante dans les témoignages de l'époque passera inaperçue. Une éclipse de la mortalité due au virus au profit de celle de la guerre. En 1968-69, la grippe partie de Hong Kong, qui va faire 32 000 morts en France et tuer environ 1 million de personnes dans le monde, l'angoisse est également diluée, éclipsée par la révolution culturelle de mai 68. Et c'est un peu un tournant, parce qu'il faut noter qu'au même moment, les derniers verrous de la censure psychosociopolitique en 68 vont sauter, le rapport à la mort va se modifier. Ainsi, on va l'abolition de la peine de mort, l'euthanasie, le discours médical sur la mort, etc. Tout ça, je le reprendrai tout à l'heure, parce que c'est important de faire référence à cet imaginaire de la mort. Alors, le phénomène de l'hystérie collective, pour ces deux pandémies récentes, est à la fois bien documenté, l'on voit aux archives de l'INA, mais peu médiatisé pour une époque où le média télévision informait les masses. En comparaison, l'hystérie collective contemporaine, proprement et spécifiquement orchestrée par les médias de notre époque, qui sont les réseaux sociaux et qui sont différents de la télévision, ont une toute autre résonance avec de plus l'assentiment d'un appel à la guerre par le président de la République et des déclarations de médecins anxiogènes générant la crainte de l'émergence d'un nouveau virus invincible. La médiatisation opère en catalysant, accélérant, amplifiant la peur collective, entretenant les rumeurs, les psychoses collectives ou paniques, les épidémies de peur. Et vous vous souvenez au départ, toute l'utilisation des chiffres qui n'expliquaient pas grand-chose, les séries de tombes, les multiples formes de contamination, enfin, le discours médical spectacle et le voyeurisme surtout de la maladie. L'hystérie collective se caractérise par des symptômes de somatisation, oppression respiratoire ou abdominale, mal de tête, évanouissement, nausées, dermatose à type de prurite. Les sujets atteints sont toujours membres de groupes restreints, partageant un même milieu de vie, par exemple le même bureau, un même club, etc. Cependant, sur le plan de l'angoisse individuelle, quand surgit cette réalité potentiellement traumatique, elle a des effets dans l'imaginaire. Celle de briser le fantasme de l'immortalité. La mort, jusque-là, est liée à un imaginaire culturel autour du spirituel et du sacré. L'espoir de la faire reculer restera toujours la préoccupation de l'homme, soit en invoquant le religieux, soit en invoquant la science, œuvre du XXe siècle avec la médecine moderne en voie de constitution pour faire reculer la maladie et la mort. Dans ces contextes, le refoulement et la négation de la mort continuent d'opérer face au réel du corps. Le surgissement de cette réalité de la mort lors d'une pandémie crée un conflit psychique indépassable au sein de la fonction de l'imaginaire face au réel du corps, se cristallisant en névrose d'angoisse, et parfois la névrose peut prendre une tournure évolutive, type névrose de guerre physique et psychique, avec comme conséquence, pour certains plus vulnérables que d'autres, un état de stress post-traumatique par la suite, et qui est sans doute à corréler aujourd'hui au Covid long, parce qu'il y a de nouvelles informations sur le Covid long qui vont dans le même sens. Si ça vous intéresse, on en parlera dans les questions. On peut repérer dans la manifestation de l'angoisse tout l'enjeu dans lequel est en proie l'imaginaire humain, à défaut d'être en lien avec un objet perceptif et réel que n'est pas le virus ou même le signifiant pandémie. Les grandes peurs dans tous les pays se fondent sur cet ailleurs qui témoigne de la peur de l'autre, de l'extérieur. Le virus qui vient de Chine incarne l'autre venu de l'extérieur, c'est l'étranger. Cela va solliciter divers processus conflictuels face à la reconnaissance de cet ennemi, virus, sans visage, sans reconnaissance possible, dans la réalité, et cependant réel et mortel. La nécessité de reconnaître quelque chose de soi et de son monde devient l'impératif afin de ne pas être livré à l'étrangeté, à l'angoisse, avec ou sans objet de transfert.
La pandémie est un contexte où le compromis établi réside dans l'affaiblissement des frontières entre le réel et l'imaginaire. Autant la peur existe à partir d'une perception réelle, autant l'angoisse est une peur sans objet. Il se trouve qu'avec le virus, qui est réel, la perception ne peut être que somatique et tardive. Elle n'existe pas sur le plan visuel et sensoriel. Une projection psychique imaginaire s'effectue, alors transfigurant le monde à l'instar de son propre état émotionnel. Ce sont les affects d'ordre imaginaire qui se trouvent être au centre de cette problématique de l'angoisse abolissant les frontières. Effet sur le sentiment des limites du corps, du dedans et du dehors, effet sur le fonctionnement psychosomatique concernant les processus de différenciation, de séparation et de perte. Du même coup, les frontières entre le politique, le médical et le scientifique sont également abolies dans les pandémies parce qu'elles nous touchent tous et dans le monde entier sur le plan de l'affect-angoisse. La frontière entre médecin et malade est aussi affaiblie car soumis au même sort. Le médecin est vécu à la fois comme un danger et comme un bienfaiteur. Il reste donc urgent de rétablir les frontières à tous les niveaux, également entre les pays, pour se protéger du virus. Comment dès lors réhabiliter une réalité qui se soutient de l'intime et de l'étranger, en nous et en dehors de nous? Dans ce contexte souvent insoluble, il existe une troisième réaction individuelle et collective qui est celle de l'adaptation à la crise par la maîtrise des affects. Ou bien, on peut se poser autrement la question sur le plan ethno-anthropologique: quels sont les effets évolutifs dans la pratique d'une expérience collective? Expérience qui aura majoré jusqu'à la fin du XIXe siècle une réalité tangible au mouvement régressif, à l'angoisse, à la paranoïa, à la dépersonnalisation, à la vindicte et parfois à la mort par la guerre. Je vous renvoie à la peste de Marseille ou à l'empoisonnement de Paris par la lèpre attribuée aux Juifs une fois encore. La réponse se trouve être dans l'avènement de l'homme moderne, c'est-à-dire adapté socialement, en l'occurrence pour notre propos, dans une forme d'approche scientifique de la vie, avec la découverte des nouvelles technologies et bien entendu des réseaux sociaux avant et après Internet. Le sida en est l'exemple parfait. L'émancipation naturelle, propre à l'évolution humaine, s'est accélérée depuis le début du XXe siècle et nous précipite aujourd'hui dans des positions qui ne sont plus que schématiques. La société de progrès et l'hygiénisme médical ont créé les conditions d'un modèle où l'actuel d'une construction sociale est basé sur le principe de l'adaptation et de la domestication aux règles technico-socio-sanitaires. Si la réaction fut en son temps, avant le XXe siècle, largement hystérique et paranoïaque, émanant d'un imaginaire individuel et collectif, elle s'est depuis transformée en grande partie par le refoulement de la fonction imaginaire et par la pensée opératoire forgée par l'adaptation. Comment ce processus adaptatif psychique et physique se traduit face aux pandémies récentes? Le XXe siècle a vu se dérouler principalement la grippe espagnole, avec 2,5 millions de morts en France, la grippe asiatique en 57-58, avec 100 000 décès en France, la grippe de Hong Kong en 68-69, avec 32 000 décès en France et 1 million dans le monde de morts. Ces trois pandémies n'ont suscité aucune réaction du collectif ou du social, pas plus du pouvoir central, une sorte de fatalité qui concerne l'autre et pas soi, laissant la place à une indifférence plutôt qu'à une peur. Pour la grippe asiatique, 4 millions de décès, il est intéressant d'observer l'évolution des médias de l'époque. En juin 1957, le secrétariat d'État à la santé publique affirme que l'épidémie de grippe asiatique ne justifie pas d'inquiétude particulière. La presse se veut donc rassurante. La maladie n'a rien d'alarmant jusqu'à présent, assure le Figaro, et les victimes silennées n'émeuvent guère à cette époque. Même le SRAS en 2003-2004 n'a provoqué qu'un affolement modéré, puis la grippe H1N1 en 2009, qui n'eut pas non plus une extension considérable. Ce bref constat pour questionner l'incidence de l'affect présent ou absent chez l'individu et dans la collectivité. De plus, rester attentif à ce type de réaction ou de fonctionnement sans bruit peut révéler les préoccupations de nos contemporains concernant le rapport à la maladie, à la mort et son lien avec l'imaginaire. Camus, avec son livre « La peste », inaugure à sa façon un mode de pensée où la maîtrise des affects est intrinsèque et comme extrinsèque au livre et à son auteur. Aujourd'hui, il reste difficile de dire que c'est la prise de conscience de la mort qui, parce que le virus surgirait, enfin dans ce cas d'adaptation, de l'adaptativité,
parce que le virus surgirait d'un coup contre toute attente, nous sort de ce fantasme d'immortalité et nous précipite vers le réel. Ça, c'est la majorité des psychanalystes. Ce confort jadis du fantasme, qu'il soit lié à la divinité, à la religion ou au mysticisme, a depuis laissé la place à un esprit de conformité et de conditionnement face à la réalité de la mort via son porte-parole médiatique et son réseau d'information en pleine expansion. Les derniers verrous de la censure surmoïque ont sauté durant le XXe siècle et la mort a commencé à disparaître de l'imaginaire sacré et spirituel. Non seulement les 2 guerres mondiales ont révélé la mort et son univers macabre, et malgré les 70 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique plane toujours au-dessus de nos vies. La mort, depuis, peut surgir de façon radicale, entretenue par l'intermédiaire d'une information exponentielle et constante sur la menace de la mort et de la violence partout dans le monde. Depuis plus de 40 ans, nous sommes perpétuellement informés de la mort proche ou lointaine, autour de nous, en nous, et aujourd'hui le cancer en est le représentant symbolique dans le sens populaire du terme. Sous toutes ses formes, ses témoignages et ses images, la mort est présente, et j'y inclus le scanner également, à tel point que celle-ci s'est à la fois rationalisée avec le nouveau discours médical sur l'euthanasie politisée, et elle s'est aussi institutionnalisée, puisque à l'époque on mourait chez soi, mais aujourd'hui c'est à l'hôpital que l'on meurt. La mort s'est également radicalisée politiquement dans l'absolu par l'intermédiaire du terrorisme et son culte de la mort. L'attentat est devenu banal dans l'esprit de tous, un chacun prenant la forme d'un concept. Terrorisme, d'ailleurs, qui recouvre les mêmes conditions et caractéristiques que le virus, à savoir imprévisible, non reconnaissable, non identifiable, à tout moment et dans tous les lieux. Devenue banale, quotidienne, proche ou lointaine, la mort reste prise dans un conditionnement du danger imprévisible depuis plus de 4 décennies. Si notre rapport à l'imaginaire de la mort devient conditionné à un modèle unique, une mort dont le déterminisme deviendrait aléatoire et obligatoire, retiré des mains de Dieu ou du destin, voire de la science aujourd'hui, ce qui est intéressant, on comprend dès lors que la pandémie devienne facilement le seul événement de la planète ou que depuis, le lit de la pensée unique a fait son œuvre. L'homme issu du néolibéralisme social est a priori adapté et conditionné aux dangers imprévisibles partout sur la planète en plein réchauffement climatique. Pour ce 3e registre, concernant l'expression de l'affect, il reste donc important d'établir des corrélations entre pandémie et pathologie de l'adaptation dans le contexte de l'homme adapté. Le siècle que nous venons de traverser a versé dans l'humanocentrisme et l'individualisme. L'homme libre, seul face à lui-même, soumis au surmoi social, issu de cette culture planétaire, a débuté son uniformisation de l'affect par 3 mouvements plus précurseurs, les droits de l'homme, le libéralisme économique, le techno-scientifique. Ces 3 mouvements ont fait le lit d'un nouveau mode de pensée, de plus en plus opératoire face aux exigences du système qui ne fait que progresser. Cette interdépendance entre, d'une part, la nécessité d'être opératoire pour nourrir le système, et d'autre part, la nécessité d'être conforme aux exigences demandées afin de ne pas être exclu du système, va installer un cercle vicieux à travers un modèle adaptatif, singularité de nos sociétés occidentales modernes. Le fonctionnement adaptatif général et singulier de la population est un constat aujourd'hui évident. Pressés par le stress, impatients de gagner, de dépenser, de jouir et de mourir, les hommes et les femmes font l'économie de la représentation de leur expérience affective qu'on appelle une vie psychique. L'homme moderne perd de sa subjectivité, l'imaginaire refoulé plonge dans l'oubli le rêve, l'affect, l'espace et le temps, aujourd'hui médiatisés par les progrès de la communication, l'Internet, le virtuel, une forme de pensée unique, une pensée sans subjectivité, pousse nos contemporains vers le banal et la conformité. Je vous renvoie au livre de Sami Ali, Le banal. L'affect dans ce contexte adaptatif est neutre pour permettre la fonction adaptative. La peur d'être marginalisé et l'obligation du capitalisme comme seule alternative depuis l'effondrement du communisme crée un état de stress permanent de nos sociétés de progrès avec des répercussions sur notre système immunitaire et endocrinien. Pour de nombreuses maladies professionnelles, la psychoneuroimmunologie a mis en évidence une voie directe et réciproque entre le système nerveux central et le système immunitaire. Ainsi, de nombreuses substances sont sécrétées, créant divers processus inflammatoires. Le stress, révélateur de la pathologie de l'adaptation, je vous renvoie au CIM-10, à la forme dans le contexte que nous venons de décrire d'une impasse renvoyant à aucun choix possible entre les conditions économiques et les conditions vitales. Il est là le stress, à travers cette impasse qui engage le collectif pour sauver l'individu
et qui engage l'individu pour sauver le collectif. L'homme social ne peut se penser isolément, il reste dépendant du corps social et vice-versa. Ce n'est pas un stress créé par l'imprévisible, comme dans l'attente anxieuse, mais plutôt par la dépendance au pouvoir, lui-même dépourvu et impuissant, l'impasse devenant concentrique. Les pathologies de l'adaptation sont une réponse au stress, à l'impasse, et sont le plus souvent variables. Elles comprennent une humeur dépressive, une anxiété ou une inquiétude, ou l'association de ces troubles, un sentiment d'impossibilité à faire face, à faire des projets ou à continuer dans la situation actuelle, ainsi qu'une certaine altération du fonctionnement quotidien. Elles peuvent s'accompagner d'un trouble des conduites, avec souvent les pathologies de l'agir, les troubles du comportement, les violences inconsidérées, je vous renvoie aux faits divers, les troubles du caractère avec les traits de la dépendance, toxicomanie, alcoolisme en hausse, ou les traits de la passivité aussi, voire le rapport de docilité établi entre le pouvoir et la population, mettre les masques, puis pas mettre les masques, le couvre-feu, les autorisations, les interdits. Enfin, tout le monde joue et pense le même jeu au gré d'une unique décision. Le débat est dévoré par une actu unithématique. Plus de la moitié des patients hospitalisés, après avoir contacté le coronavirus, développent des troubles psychiatriques une fois rétablis, selon une étude menée par le centre hospitalier San Raffaele en Italie. Après avoir suivi l'évolution clinique de 402 malades, anciens malades, hommes et femmes, les chercheurs ont découvert que 55% d'entre eux souffraient d'un trouble psychiatrique un mois après leur sortie d'hôpital. D'après les résultats de cette étude, 28% souffraient de stress post-traumatique, 31% de dépression, 42% d'anxiété, 40% d'insomnie, enfin 20% étaient atteints de troubles obsessionnels compulsifs. On retrouve ici la symptomatologie des troubles de l'adaptation. Et il faudra rajouter le Covid lent aujourd'hui. Mais revenons autour des désordres psychosomatiques immunitaires, car si le Covid nous intéresse en tant que psychosomaticiens, c'est qu'il est dangereux par la réaction immunitaire inappropriée qu'il crée chez l'hôte et par les séquelles post-Covid qu'il est capable de produire, toujours en rapport avec le système immunitaire. Les nouvelles découvertes portant sur l'épigénèse et l'immunologie, avec l'existence du macrobiote, démontrent que l'influence du milieu dans lequel on vit et avec lequel nous établissons des relations sur les deux versants de la relation simultanément psychique et somatique reste déterminante pour l'organisme. Si les pathologies d'ordre et d'origine immunitaire, allergies, pathologies auto-immunes, cancers, sont en progression constante depuis quelques décennies, c'est qu'elles découlent d'un déséquilibre dans la relation du sujet à lui-même et à son environnement. Et par extension, elles mettent en cause l'identité individuelle et l'identité immunitaire. Les corrélations entre ces deux entités sont nombreuses et n'ont pas fini de découverte en découverte d'en informer la science médicale. Je vous renvoie aux travaux de l'épigénèse qui sont une vraie révolution. L'immunité est souvent nommée métaphoriquement par les immunologues le deuxième cerveau mobile et périphérique. Immunité et psychisme sont deux systèmes concernés par la relation intrinsèque au corps comme extrinsèque au corps. Tous deux sont aptes, dès la conception, à reconnaître et à traiter une multitude d'informations dont les traces seront mémorisables. Ainsi, les processus de mémorisation et d'intégration, garants de l'histoire individuelle, concernent ici les deux plans, immunitaire et psychique. Notre propos, qui consiste à articuler le relationnel et l'immunitaire au sein de la pandémie actuelle, semble démontrer la même difficulté du point de vue relationnel sur le plan biologique immunogénétique comme sur le plan psychique et psychologique, à savoir une autoreconnaissance tant sur le plan immunitaire que sur l'accès à une conscience subjective de soi. En quoi les avatars de la réponse immunitaire dans les phénomènes d'hypersensibilité au Covid sont révélatrices ? En premier lieu, rappelons que si l'affect est totalement maîtrisé au point d'être refoulé, la vie émotionnelle du sujet, hormis d'être conforme aux normes sociétales, se perd en tant que libre arbitre. Échapper aux émotions conditionnées devient difficile et inconvenant vis-à-vis de ses semblables. Le blocage des affects et le refoulement de la fonction imaginaire empêchent de quitter ou de modifier la situation du stress créé par le Covid et donc obligent le sujet à s'y adapter. Prise au piège du stress, une réponse rapide et puis lente hypothalamo-hypophyso-surrénalienne débouche sur une sécrétion de substances propres à l'inflammation, entretenant parfois des réactions en cascade comme des interleukines, des opioïdes, des vasoactives intestinales peptides. En deuxième lieu, le Covid est la goutte qui fait déborder le vase, car il va être concerné par des anomalies non seulement génétiques, mais également immunologiques, tous deux à l'origine d'un déficit de l'expression de l'interféron IFN1, protéine indispensable pour inhiber la reproduction du virus.
Ce sont des études publiées dans le Science Translational Medicine. Du point de vue de la réponse immune induite par les infections à SARS-CoV et SARS-CoV-2, celle-ci implique l'immunité innée et adaptative. D'une part, le virus se réplique dans des vésicules intracellulaires qui manquent de signaux d'alerte, absence de pattern de reconnexion réceptor. Ici existe une difficulté quant à la reconnaissance du soi et du non-soi immunitaire. Sont également en cause les auto-anticorps préexistants qui augmentent avec l'âge et qui sont fortement impliqués dans les formes sévères du sujet âgé. Le SARS-CoV a aussi la capacité d'antagoniser l'induction d'interférents par un déficit d'expression d'origine génétique dans les formes sévères du sujet jeune. Les données sur la réponse de l'immunité innée au SARS-CoV-2 suggèrent une inhibition de la production d'interférents de type 1, essentielle à la réponse antivirale, et la mise en place d'une réponse adaptative propre au système immunitaire. Ces cytokines sont importantes dans la plupart des maladies auto-immunes dans lesquelles leur expression est augmentée. Plusieurs polymorphismes génétiques des interférents de type 1 ont été identifiés à ce jour. Cette hyperréactivité immunitaire au virus, ou cette réaction excessive auto-immune pour certains, finissant par emporter le sujet lui-même, serait liée à un processus de reconnaissance désadapté face à l'ennemi, y compris quand il n'est plus dans l'organisme. Le fonctionnement psychosomatique, pour certains, est engagé dans la même difficulté à se reconnaître, à travers simultanément une conscience subjective de soi et un soi immunitaire clairement différencié du non-soi. Cette inégalité immunogénétique reste l'un des mystères pour les scientifiques du monde entier qui se sont lancés sur la piste. Sans oublier, bien entendu, qu'il y a un parallèle inévitable dans toute pandémie. Simultanément, les inégalités sociales sont la cause et la conséquence du Covid. L'analyse territoriale révèle les mécanismes du cumul des difficultés, population de banlieue, quartiers plus populaires, conditions sanitaires, de vie précaire et ignorance médicale, mauvaise alimentation, détérioration accentuée de toutes ces conditions dans le contexte du confinement où tous ces facteurs sont majorés. Crise sociale et pandémie entretiennent une causalité circulaire relationnelle à toutes les époques. Chaque pandémie est corrélée à un creuset social préexistant qui lui donne forme à travers une solution angoissante. Il en va de même pour l'équilibre psychosomatique entre le mode de vie et le fonctionnement du sujet en relation. Si la peste, à l'époque médiévale, de la famine et de la guerre est devenue la goutte qui a fait déborder le vase sur le mode paranoïaque ou hystérique, en folie de masse ou en psychose collective, on peut dire que de nos jours, le conspirationnisme est modéré et laisse plutôt la place à un fonctionnement adaptatif poussé à bout face au Covid, au point de ne plus pouvoir préserver l'intégrité psychosomatique tant par la biologie que par le fonctionnement psychique humain. Et je termine sur cette phrase de Jean-Paul Sartre, « Un homme, c'est son époque ». Je vous remercie. Eh bien, je remercie le docteur Sibony pour la qualité de son intervention et un peu cibler différents points de cette pandémie qui a eu une action effectivement à la fois sur l'individuel et sur le collectif. Eh bien, maintenant, c'est à vous, aux questions. Pas de questions. Bien. Damien. Il faut peut-être l'ouvrir. Non. Plus fort. Une question sur la notion d'individu, puisque vivons aujourd'hui, ça rejoint sans doute un peu le thème de l'immunité. Plus fort. D'accord. Voilà. J'ai compris. Je voulais faire une remarque sur la notion d'individu. Je n'ai pas la définition exacte du mot en tête, mais il me semble qu'on parle d'une civilisation où les individus sont devenus rois
et où chaque individu est unique. Et si chaque individu est unique, alors il n'y a plus d'individu. Et ça pose la question du singulier et de l'espace qui nous est laissé pour nous différencier relativement à un collectif, à une société ou à une époque. Et ça pose indirectement la question de l'immunité qui renvoie à l'identité. Voilà, je voulais partager ça. Pas de questions alors. C'est pas une question. Mais il peut y avoir une réponse. Il peut y avoir une réponse, oui. Non, ce qui est important, ce que je voulais montrer, c'était effectivement le phénomène individuel et collectif et, je dirais, la dimension, justement, en rapport avec les affects et l'expression des affects qui se modifie, je dirais, de siècle en siècle, et qui fait qu'effectivement, ces expressions ou ces formes psychopathologiques sont maintenant vraiment remplacées par des désordres essentiellement psychosomatiques, comme l'entend la vieille médecine, c'est-à-dire des maladies du corps, en quelque sorte, et notamment immunitaires. Alors, c'est vrai que tout ça, je l'avais pensé à l'époque comme ça, c'était une sorte de projection de ma part, mais c'est avéré que, comme je dis, 7-8 mois après, il a été donc affirmé que ça déclenche les pathologies auto-immunes. Et maintenant, en plus, ce qui est plus emmerdant, c'est la question du Covid long, qui lui aussi crée des disimmunités immunitaires semblables à l'allergie. C'est avéré ça maintenant. Alors donc, et qui ont la forme, finalement, ou l'expression, comme à l'époque de la fibromyalgie. C'est-à-dire c'est pratiquement les mêmes symptômes. Mais à l'époque, la fibromyalgie, on disait aussi que c'était l'hystérie moderne, etc. Et c'est avéré que c'est une pathologie auto-immune. Ça a été vérifié. Donc on rentre dans quelque chose, effectivement, où la question de la pathologie auto-immune devient, je dirais, essentielle et centrale. Et simplement par l'induction d'un simple virus qui, lui, déclenche ça, mais ne fait pas l'action, je dirais, de mourir en quelque sorte. C'est ça qui est intéressant. C'est simplement cette dimension comme ça, c'est-à-dire cette pénétration du virus qui va créer, qui va déclencher la pathologie auto-immune. Alors sur ceux qui sont prédisposés et même sur ceux qui ne sont pas prédisposés. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est ces complexes auto-immuns qui sont plus nombreux chez les sujets âgés, et donc c'est pour ça qu'on comprend que les sujets âgés vont aller mourir, et qui peut exister d'une manière génétique chez certains jeunes, même s'ils n'ont pas encore déclaré de pathologie auto-immune, et qui eux aussi peuvent aller vers la mort. Donc ce qui est important, c'est comment le système immunitaire finit par tuer l'individu pour se défendre face à un virus, et de comprendre effectivement qu'il y a peut-être des corrélations entre la vie que nous menons et nos défenses immunitaires. C'est ça qui est important. Et que ces expressions affectives sont de moins en moins possibles, puisque comme tu disais, l'individu, c'est un, mais qui est tout. Et si un est tout, il n'y a pas de place pour la différence, il n'y a pas de place, etc., pour la relation, etc., etc. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. J'ai trouvé un parallèle très intéressant ici entre les troubles du point de vue de l'individu et les troubles sur le plan du collectif de la société, également sur le plan un peu plus microscopique avec les virus. Donc ça, c'est un thème très intéressant qu'on retrouve chez les philosophes de la vie comme Nietzsche, Bergson, qui a notamment été discuté par Canguilhem. Et donc je voulais savoir jusqu'où ce parallèle tient, où est-ce qu'il y a des points communs et des différences, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que les troubles sur le plan de la société diffèrent des troubles psychosomatiques sur le plan de l'individu. Voilà, c'était ma question. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que les troubles de la société seraient assimilables ou seraient le reflet, ou vice-versa, du trouble individuel? Oui, je le pense vraiment. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde les données mondiales, franchement, on est dans des pathologies auto-immunes. Parce qu'entre la mondialisation, qui est effectivement une sorte de totalitarisme, et l'islam, puisque c'est aujourd'hui ça, son extension, et son but, c'est aussi une sorte de totalitarisme, c'est-à-dire où il s'agit de pensée unique. Alors effectivement, c'est un peu ça qui s'auto-attaque, ces deux systèmes identiques finalement, si on regarde très très profondément de quoi il en relève, effectivement il en relève de cela. Donc on est dans la pathologie du semblable. Et donc il n'y a rien de plus terrible quand on est dans la pathologie du semblable, c'est là où les crises sont les plus fortes.
où les déflagrations sont les plus fortes. Et chaque fois, ça se vérifie. C'est peut-être une réponse à la question de l'antisémitisme, d'ailleurs, c'est peut-être une réponse à ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a l'antisémitisme, ça signifie qu'on a la pathologie du semblable, et donc c'est un indice indirect. Mais je crois vraiment que ça fonctionne comme ça. Mais aujourd'hui, c'est sûr que ça fonctionne. Individu et société, c'est lié. Au fond. Il y a quelqu'un au fond. Tout au fond. Données individuelles et psychosociales, parce que j'ai suivi une patiente algérienne qui ne voulait pas se faire vacciner, qui a eu beaucoup de mal. C'est vrai que dans ses rêves, elle mettait en image cette paranoïa, à la fois individuelle et sûrement culturelle, où elle était suivie à un moment par des espèces de géants moustiques qui la suivaient et qui piquaient qu'elle. Et puis là, par rapport aux injections, la deuxième par exemple, elle était suivie par un train avec une locomotive. Donc elle courait sur les rails, et après elle a cherché à aller vers la mer, et ce train la suivait jusqu'à la mer pour donc la faire mourir. Donc c'est intéressant de voir que l'accompagnement finalement relationnel tel que nous l'a montré Sami Ali permet quand même de pouvoir exprimer ses angoisses et de pouvoir après passer le pas parce qu'elle est comprise, parce que ça s'est extériorisé dans la thérapie. De pouvoir penser tout ça à travers la théorie relationnelle. Et non seulement sur un plan individuel, mais sur un plan beaucoup plus large, sur un plan aussi collectif, puisque dans les pandémies, on voit que c'est cet écho qui est majeur et qui est la résultante essentielle, ou celle qui finalement trace ou dicte les choses jusqu'à présent. Très bien. Écoutez, on va s'arrêter, on va faire une petite pause.